Nous voilà donc dans cette première vidéo de révision sur le thème 1, la Terre, l'environnement et l'activité humaine, qui portera donc sur le chapitre 1, l'activité sismique et ses risques. C'est donc le chapitre sur lequel on s'est intéressé au séisme en Italie, donc pour un petit peu voir les conséquences de ce séisme, pourquoi on a eu un séisme dans cette région, et aussi ce qu'on peut faire pour justement éviter ce genre de séisme. Alors, quand on a un séisme ou un tremblement de terre, c'est exactement la même chose, on retrouve différentes conséquences. C'est principalement donc les dégâts humains, ce sont les morts, les blessés qui peuvent intervenir, par exemple quand un bâtiment s'effondre. Et on a aussi les dégâts matériels. Donc ça, c'est tous les dégâts qui vont en fait toucher les bâtiments, les routes, les canalisations, les voies de chemin de fer, etc. Tout ce qui peut donc toucher le matériel. Alors, quand on parle de risque, il faut faire très attention à différentes définitions. La première, c'est l'aléa. Alors l'aléa, c'est en fait la catastrophe naturelle en elle-même. Dans ce cas-là, c'est le séisme. Après, il faut parler des enjeux. Les enjeux, c'est la population, les bâtiments qui potentiellement peuvent être mis en danger par un aléa. Et la combinaison des deux, c'est justement ce qu'on appelle le risque, c'est-à-dire le pourcentage de risque qu'un aléa peut rencontrer un enjeu. Alors, si on s'intéresse plus précisément à un séisme et comment il intervient. Alors, un séisme se déroule quand il y a un mouvement de plaques qui va créer des contraintes sur les roches. Et au moment où ces contraintes vont être de plus en plus importantes et où les roches vont ne plus pouvoir résister à ces contraintes, eh bien, le bloc de roche va finir par casser et ça va former une faille. Et au moment où ça casse, toute l'énergie qui avait été accumulée va être libérée au niveau du foyer sous forme d'ondes sismiques. Ce sont elles qui vont entraîner du coup le tremblement de terre. Et ces ondes sismiques vont être ressenties en surface à un point qu'on appelle l'épicentre du séisme. Et plus on est loin de l'épicentre, plus les dangers est éloigné évidemment. Et ce séisme peut faire effectivement de nombreux dégâts, à la fois sur la population, c'est ce qu'on a vu dans la diapositive d'avant, et sur les bâtiments. Maintenant, si on s'intéresse un peu à la prévention contre les séismes, pour les séismes, on ne peut pas agir sur l'aléa. Parce que sinon, on ferait de la prédiction. Et on ne peut pas prédire un séisme. Par contre, on va pouvoir agir sur l'enjeu. Alors, de différentes manières. L'enjeu, on va pouvoir intervenir de deux façons. Soit sur l'humain, c'est-à-dire en agissant, en faisant des exercices pour prévenir ce problème et apprendre à agir, par exemple, aux enfants ici à la catastrophe naturelle. Mais on va pouvoir aussi agir sur le matériel, c'est-à-dire en observant, en regardant par exemple les bâtiments qui peuvent potentiellement être à risque, et aussi en les modifiant ou, lors de la construction d'un bâtiment, suivre les normes sismiques qui permettent justement d'éviter qu'un bâtiment s'effondre lorsqu'il y a un séisme. Alors maintenant, si on s'intéresse à la première partie du chapitre 2. Alors, si on regarde, on va s'intéresser plus précisément au mouvement des plaques. Et le scientifique qui a permis dans un premier temps à réfléchir sur le mouvement des plaques, c'est le scientifique ici qui s'appelle Alfred Wegener. Et c'est lui le premier, on va dire, qui a trouvé un petit peu que la Terre, ça n'était pas seulement quelque chose qui était fixe, c'était quelque chose qui était en mouvement. C'était une planète active avec des plaques du coup qui bougeaient. Et il a trouvé différents arguments qui permettent de dire que justement on avait un mouvement des plaques. Donc quels sont les différents arguments qu'Alfred Wegener a avancés lorsqu'il a voulu parler du mouvement des plaques? Alors, il s'est intéressé à différentes choses. Il a d'abord regardé un petit peu la position de différents fossiles, donc des fossiles principalement d'animaux terrestres et d'une plante. Et il a vu qu'on retrouvait ces fossiles à des endroits quand même relativement éloignés les uns des autres. Il a remarqué une deuxième chose, c'est aussi que la forme des continents correspondait comme un puzzle, et on avait des pièces du coup qui pouvaient s'emboîter.
Alors pourquoi expliquer du coup que c'est cette forme de continent sans boîte et la position un petit peu éloignée des fossiles? En fait, il part du principe qu'il existait en fait un énorme continent unique, donc qui occupait la plus grande partie de la Terre. Et si on replace en fait la position des fossiles, on peut remarquer qu'en fait on a une continuité de la position de ces fossiles qui pourrait s'expliquer par l'existence d'un continent unique. Maintenant, si on continue un petit peu et qu'on observe le déplacement des continents, ben, on remarque que les continents s'éloignent, se rapprochent pour aller vers la position actuelle des continents que l'on connaît. Alors ça a été une grande avancée, hein. Lui, il faisait juste de l'observation euh, des fossiles, mais aussi d'autres arguments qu'on n'a pas forcément abordés en cours. Mais c'est lui qui a permis déjà de mettre en place l'existence du mouvement de ces continents. Alors lui, il pensait que c'était la dérive, c'est-à-dire que les continents flottaient et bougeaient. En réalité, ça ne se passe pas comme ça, ce sont les plaques qui bougent. Et... Alors la deuxième chose qu'on a pu aborder, c'est le GPS. Donc les GPS, comment ça fonctionne? En fait, on place une balise GPS à un endroit du monde et on observe son déplacement grâce à des satellites dans l'espace. Et on peut ainsi calculer à la fois le sens de déplacement de la plaque et sa vitesse. Alors, je vous fais un rappel ici pour calculer sa vitesse. Alors, il faut regarder à la fois le réel et la carte. Donc ici, on nous dit que 50 mm par an sur la carte, ça correspond à 2 cm si on mesure. Après, il faut aussi mesurer donc du coup la distance donc de la flèche, la mesure de la flèche, de la balise qu'on cherche, où on cherche à calculer la vitesse. Alors pour ça, on mesure cette flèche. Ici, on voit par exemple qu'elle fait 2,3. Et après, du coup, pour calculer la vitesse réelle de la plaque, on fait un produit en croix. Donc pour faire ce produit en croix, on multiplie 50 mm par an par 2,3 et on va diviser par 2. Et donc ce calcul, 50 fois 2,3 divisé par 2, ça nous donne ici 57,4 mm par an. Voilà pour cette première vidéo de révision, d'autres suivront. En attendant, bon courage pour vos révisions.